Guillaume Duval, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à la double invitation de la Fondation Jean Jaurès et de Slate.fr, présentée ce soir par Jean-Laurent Casselli. Cette Cité des Livres est une Cité des Livres nouvelle, donc voilà, elle ne vient pas remplacer, je le précise, la Cité des Livres que l'on tient régulièrement, généralement 2 fois par mois, en public à la Fondation Jean Jaurès. Mais on a voulu faire une formule un peu neuve parce qu'on considère que plus on traitera d'essais à la Fondation Jean Jaurès et avec Slate, mieux ce sera. Et donc on voulait quelque chose de plus régulier, plus rapide, peut-être un peu plus fréquent. Donc l'idée est simple, inviter un auteur et durant à peine une toute petite quinzaine de minutes, essayer de lui faire dire ce qu'il y a d'essentiel, ce qu'il y a d'important, ce qu'il y a de peut-être aussi d'un peu neuf dans l'ouvrage qu'il vient de faire paraître. Donc c'est vous qui inaugurez ce soir cette nouvelle édition avec un livre qui s'appelle Marre de cette Europe-là, moi aussi, aux éditions textuelles. Donc le titre est déjà tout un programme, mais je précise immédiatement que c'est bien de cette Europe-là dont vous avez marre et pas du tout de l'Europe. On verra que c'est un axe important de tout votre ouvrage. Et vous-même, l'éditeur, avez été particulièrement sympathique puisque vous avez structuré l'ensemble du propos en 3 temps, de façon extrêmement claire, à la fois sur chacun des temps et chacun de l'essentiel du contenu pour chacune de ces parties. La première, c'est une sorte de bilan, de vision, qui est la vôtre de l'Europe telle qu'elle a progressé jusqu'à présent, telle qu'elle s'est construite, et de ce qui va et de ce qui ne va pas, pour aller vite. La deuxième, c'est un appel à ne surtout pas jeter le bébé avec l'eau du bain, et donc à ne surtout pas abandonner l'euro, on va y revenir. Et la troisième partie, sur laquelle on insistera peut-être plus particulièrement, énonce un certain nombre de propositions, donc sur lesquelles on veut évidemment vous faire réagir. Première partie, l'Europe marché. C'est votre façon à vous finalement de résumer cette Europe qui, étant pourtant notre principale arme dans la mondialisation, s'est construite pas forcément de façon tout à fait satisfaisante. Vous énoncez un certain nombre de dysfonctionnements, vous insistez sur le fait que c'est une Europe qui est essentiellement aujourd'hui favorable aux petits États, etc. Quels seraient, selon vous, les leviers les plus importants, les plus déterminants pour réorienter, reprendre un petit peu cette histoire et la continuer d'une meilleure manière? Alors, je crois que ça s'est mal passé donc, pour la raison que vous évoquiez, c'est-à-dire que pour des raisons politiques, parce qu'on n'arrivait pas à transférer de la souveraineté vers l'Europe, on a construit l'Europe autour du marché, mais construire l'Europe autour du marché, c'est dresser tout le monde contre tout le monde, la concurrence libre et non faussée qui est au cœur de cette construction. Et quand on dresse tout le monde contre tout le monde, d'une part, on ne fait pas vraiment de croissance économique, parce que chacun essaye de se serrer la ceinture pour exporter chez les autres, et ça ne marche pas. Et d'autre part, on ne fait pas non plus d'intégration politique, parce que ça exacerbe plutôt les conflits plutôt qu'autre chose. Et je crois que c'est pour ça que ça n'a pas marché très bien, même avant qu'on ait l'euro, même avant qu'il y ait la crise de l'euro, ça marchait déjà pas beaucoup, avec beaucoup de chômage, peu de croissance, beaucoup d'insatisfaction. Ça fait quand même, en France, en 92 déjà, les gens rejetait plus ou moins le traité qui leur était proposé. Donc ça marche mal depuis longtemps. Je pense que c'est d'abord revenir sur cette Europe marché, trouver les moyens de faire de la politique ensemble. Je pense que sur le plan strictement économique, les priorités sont, enfin c'est de l'ordre d'abord du dumping fiscal. Je crois qu'une des choses qui a beaucoup aggravé les choses dans la période antérieure, c'est l'acte unique de 1986, c'est le marché unique, le fait qu'on ait encore plus libéralisé les échanges, les flux financiers, etc., sans avoir procédé à une harmonisation fiscale. Donc ça, c'est une question qui est à mes yeux centrale. Et je pense qu'en plus, les temps sont mûrs aujourd'hui pour l'aborder. Le fait que M. Juncker soit à la tête de la Commission peut paraître un handicap de ce point de vue-là, mais je crois que c'est plutôt un atout, en fait. Il est tellement mouillé dans toutes ces affaires en tant qu'ancien Premier ministre du Luxembourg qu'il va être obligé, je pense, enfin en tout cas si la pression est suffisante, de faire davantage qu'un autre dirigeant moins concerné par ces affaires aurait été amené à faire. Sur l'aspect plus peut-être de la politique industrielle, donc vous énoncez quelque chose qu'on a déjà un petit peu entendu ou même pas mal entendu. L'Europe aurait contraint un peu ou prou finalement la France, et notamment la France par rapport à son modèle, à abandonner toute véritable politique industrielle. Le relais n'a pas été pris au niveau de l'Europe, c'est quelque chose de tout à fait déterminant. Comment ce relais pourrait être pris aujourd'hui sur cet aspect plus particulier de la politique industrielle? Donc, politique industrielle, vous avez raison, c'est une question malheureusement centrale des difficultés de l'Europe, c'est-à-dire que on a interdit les politiques industrielles des États sans pour autant les remplacer par des politiques européennes jusqu'ici.
Donc ça s'est traduit par le fait qu'on a tous loupé, en particulier le virage du numérique, qui est malgré tout la question centrale pour aujourd'hui sur le plan industriel, avec celle de l'énergie et de la transition énergétique, mais je pense qu'on y reviendra. Donc on a tous loupé ce virage-là, hein. La France, mais quand on dit que l'industrie allemande va très bien, ils ne fabriquent pas plus que nous des téléphones mobiles, ils ne sont pas plus que nous de géants de l'Internet, etc., etc. Et ils fabriquent la même chose qu'au début du XXe siècle, des machines et des grosses voitures. Donc là-dessus, il y a un échec collectif majeur. Je pense que là, il y a aussi une opportunité aujourd'hui pour le surmonter, en particulier sur la question du numérique. C'est les conséquences de l'affaire NSA Snowden. Alors c'est une affaire qui n'a pas fait beaucoup de bruit en France parce que nous, on est habitué à être espionné par un État qui ne rend pas des comptes et on est habitué à considérer que les Américains sont des méchants. Mais en particulier, ça fait beaucoup de bruit en Allemagne. Donc, nos amis allemands ont découvert que les Américains, finalement, n'étaient pas forcément des alliés très sûrs. Et que d'autre part, ils sont très sensibles aux questions d'espionnage, etc., de liberté individuelle, parce qu'ils ont eu beaucoup d'ennuis dans le passé avec ça. Donc ils sont prêts, je crois, aujourd'hui, si on fait des propositions, à surmonter la mauvaise volonté qu'ils ont montrée jusque-là en termes de politique industrielle, et à s'engager notamment sur ce sujet-là pour faire des choses, et je crois que c'est important. Bon, il y a un peu de ça aussi derrière le plan Juncker, les investissements d'avenir en Europe, donc le lancement d'une sorte de politique industrielle autour de ces questions-là. Je crois que là aussi, les temps sont mûrs pour surmonter un des blocages les plus importants de la construction européenne jusque-là. Sur la politique plus précisément de l'emploi, vous rappelez que la France, par des politiques d'emploi menées en faveur notamment des emplois peu rémunérés, payés au SMIC, a aussi sa responsabilité. Donc tout n'est pas lié aux politiques européennes. Ses responsabilités dans les difficultés françaises. Oui. Oui, c'est vrai. Donc on a eu une politique de l'emploi qui a visé depuis 25 ans, droite et gauche confondues, à créer beaucoup d'emplois peu qualifiés en abaissant le coût du travail à proximité du SMIC. Ça a très bien marché, on a créé beaucoup d'emplois peu qualifiés. Le problème, c'est que ce n'est pas les chômeurs peu qualifiés qui les ont employés, qui les ont occupés, ce sont surtout des jeunes plus qualifiés que leurs parents, et ça pose des problèmes sociaux. Mais ça a aussi posé des problèmes industriels, dans la mesure où ça consiste à faire subventionner les services par l'industrie, puisqu'il y a beaucoup plus de smicards dans les services, et que donc, comme il faut payer quand même la protection sociale, et qu'on n'a heureusement pas trop réduit cette protection sociale, ça a consisté à augmenter le coût du travail qualifié, et donc le coût du travail industriel, et ça participe beaucoup aux difficultés d'insertion dans la division internationale du travail qu'a la France. Ceci dit, c'est une pression qui est exercée malgré tout aussi par le dumping social qui se fait à l'échelle européenne. On peut, et là c'est vrai qu'aujourd'hui, donc, avec le pacte de responsabilité, avec le CICE, la France a décidé d'aller plus loin dans ses politiques d'abaissement des cotisations sociales, etc. Je pense que ça ne fait que concourir à renforcer les difficultés à la fois de la France et de l'Europe. On s'engage à notre tour dans une course au moins-disant social qui a déjà été engagée par beaucoup d'autres pays européens depuis 2010. On est peut-être obligé puisque les autres l'ont fait, mais je ne crois pas que ça puisse résoudre en quoi que ce soit les problèmes français et européens. On est déjà en retard, mais ça on le savait, donc je vais faire beaucoup plus court sur la question de l'euro. D'ailleurs, on ne va pas tout de suite parler de la Grèce, donc ça va changer un tout petit peu de ce qui se passe ces derniers jours. Juste peut-être sur ce que vous appelez, ou vous parlez d'un art subtil, du policy mixte, c'est-à-dire comment on essaie d'équilibrer de façon un tant soit peu intelligente, politique monétaire, politique budgétaire. Peut-être simplement revenir sur cet aspect des choses. D'accord. Donc le policy mix, c'est l'alliage que forme la politique monétaire qui est menée par la Banque centrale d'un côté et la politique budgétaire qui est menée par les États de l'autre. Le problème dans la zone euro aujourd'hui, on a fait beaucoup de choses pour résoudre la crise de la zone euro avec le mécanisme européen de stabilité, l'union bancaire, la BCE qui a dit je veux bien acheter des titres d'aide des États, enfin des choses qui étaient tout à fait inimaginables au début 2010, au début de la crise de la zone euro.
mais pour autant, on s'en sort pas bien. Pourquoi? C'est parce qu'on a effectivement un policy mix un peu de fou en Europe. C'est-à-dire qu'on allie d'un côté une banque centrale qui fait, heureusement, c'est pas un reproche, mais qui fait une politique monétaire très laxiste avec des taux d'intérêt très bas et qui prête beaucoup d'argent avec des taux d'intérêt très bas aussi aux banques. Ça veut dire qu'on a une banque centrale qui subventionne sur fonds publics les banquiers et les spéculateurs qui nous ont emmenés dans le mur. Et dans le même temps, on a des politiques budgétaires très restrictives, c'est-à-dire qu'on demande aux gens ordinaires qui n'ont pas de responsabilité particulière dans la crise de se serrer tous très fort la ceinture en même temps, en augmentant les impôts et les prélèvements obligatoires et en baissant les dépenses publiques. Alors d'une part, c'est totalement invendable socialement et politiquement. Les gens ne peuvent pas comprendre qu'on subventionne les banquiers pendant qu'on demande aux gens normaux de se serrer la ceinture. Et donc ça soutient l'extrême droite, etc. Mais d'autre part, même économiquement, c'est pas très efficace parce que comme les gens normaux se serrent la ceinture, ils consomment pas beaucoup, ils investissent pas, enfin ils achètent pas de maison, etc. Et donc comme ils consomment pas beaucoup, les industriels qui ont en général des capacités en trop n'investissent pas non plus et ça ne repart pas, bien que l'argent soit là et pas cher massivement. Ça fait surtout des bulles spéculatives et donc c'est un peu un problème. Il vaudrait mieux, par exemple aujourd'hui la BCE est en train d'injecter 1000 milliards d'euros dans l'économie. Je pense qu'il vaudrait mieux le faire sous forme d'impulsion budgétaire que de le faire sous forme d'impulsion monétaire. Mais on est coincé parce que, justement, pour l'instant, les règles européennes et la pression en particulier du gouvernement allemand interdisent de faire autrement que ce qui est fait là, mais ce n'est pas très efficace et c'est injuste socialement et politiquement. C'est juste la question que j'allais rajouter, mais elles sont extrêmement courtes. C'est parce que dans cette partie du livre, on voit bien l'équilibre global de votre ouvrage. Vous faites le bilan de l'union bancaire, le MES, etc. Vous évoquez des dispositifs qui sont en place aujourd'hui et qui sont finalement à mettre au crédit de l'Europe telle qu'elle a su agir et réagir ces dernières années face à la crise. Et en même temps, il y a ce carcan budgétaire qui semble empêcher véritablement que ces mesures pourtant extrêmement importantes puissent être bénéfiques. Donc je sais que généralement on va plutôt regarder du côté d'Angela Merkel et de l'Allemagne pour expliquer ce blocage. Est-ce qu'il y a très vite une ou deux autres explications qui mériteraient tout de même d'être appréhendées Oui, le principal blocage, mais qui est lié aussi à Mme Merkel, c'est un blocage politique, c'est-à-dire qu'on est dans une logique de règles, de la construction européenne est construite depuis le départ sur une logique de règles, une logique ordolibérale, comme on dit, et très allemande à la base. Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que cette logique de règles est arrivée au bout de ses potentialités, c'est-à-dire qu'on est tellement intégré économiquement, notamment avec la monnaie unique, qu'aujourd'hui le problème c'est comment est-ce qu'on peut faire pour décider une politique économique discrétionnaire, c'est-à-dire adaptée aux circonstances, comment est-ce qu'on peut décider d'une politique économique à l'échelle européenne. Le problème c'est qu'on est coincé parce qu'on est dans cette logique de règles et que pour l'instant les Allemands en particulier considèrent que s'il y a une crise de la zone euro, c'est parce que les règles n'étaient pas suffisamment précises, les contrôles pas suffisamment intrusifs, les sanctions pas suffisamment dissuasives. Ils sont restés dans cette logique-là. Il faut réussir à les en faire sortir pour se donner les moyens d'avoir des politiques discrétionnaires en Europe. Et là, je pense que c'est d'abord la question démocratique qui est au cœur du sujet. C'est-à-dire que si les Allemands sont coincés dans cette logique de règles, c'est aussi parce qu'ils se méfient d'une Europe qui n'est pas suffisamment démocratique. Donc c'est pour ça qu'une des propositions phares que je porte dans ce bouquin, c'est de dire c'est pas tellement un gouvernement de la zone euro dont on a besoin dans l'immédiat, c'est d'un parlement de la zone euro. Je pense que ce serait ça le levier qui permettrait peut-être de débloquer en particulier l'attitude des Allemands sur ces questions-là. Oui, justement, pour poursuivre sur cette autre Europe dont vous parlez dans la dernière partie de votre livre, vous soulevez la question de l'Europe sociale, en rappelant que c'est un concept un peu tarte à la crème et que selon vous, c'est une chimère. C'est assez surprenant d'entendre, de lire ce point de vue, parce qu'on a tendance à penser que l'Europe sociale est la solution aux problèmes économiques, et donc quelle pourrait être l'autre piste à suivre? Peut-être juste un mot pour m'expliquer là-dessus. Oui.
Bon, il faut des normes sociales minimales, il faut régler la question du détachement des travailleurs qui est mal réglée aujourd'hui, même s'il y a eu quelques progrès, il faut beaucoup de choses. Mais simplement, ce que je dis, c'est que le social est né en Europe dans le cadre des États-nations, il s'est développé dans le cadre des États-nations. On a tous des systèmes sociaux développés, mais ils sont quand même tous un peu différents et on n'arrivera pas à les faire converger. Aux États-Unis, le niveau fédéral, ça finance d'abord du social. En Europe, ce ne sera pas du social qui fera le niveau fédéral européen. Parce qu'on a une autre histoire là-dessus. Ce que je dis par contre, c'est que je crois que l'Europe peut... Elle est déjà, et elle peut devenir encore plus, environnementale, parce que là, les politiques environnementales sont nées en gros en même temps que la construction européenne. C'est déjà très largement l'Europe qui fait les règles environnementales, pour la France par exemple. Donc on pourrait construire et relancer l'intégration européenne autour de la transition énergétique, autour de la conversion écologique de nos économies. C'est pas simplement pour relancer la construction européenne, c'est aussi parce que c'est absolument indispensable pour que l'Europe sorte de la crise. C'est pas une question de génération future, c'est pas une question d'être gentil avec les gens du Sud pour leur laisser un peu de matières premières. L'Europe est la zone la plus anciennement industrialisée au monde, et parce qu'elle est la zone la plus anciennement industrialisée au monde, elle est aussi celle qui a le moins de matières premières sur son territoire. Donc à chaque fois que l'économie mondiale repart, à chaque fois que les prix des matières premières réaugmentent, c'est l'Europe qui est pénalisée. Donc si on n'est pas capable d'accélérer la transition énergétique, d'accélérer la conversion écologique de nos économies, malgré toutes les difficultés qu'on a sur le plan budgétaire, l'économie européenne s'en sortira jamais. Donc ça peut être le moyen à la fois de relancer l'intégration européenne, notamment parce que les Allemands sont plus écolos que nous et qui pourraient sans doute accepter de faire des choses dans ces domaines-là. Mais c'est aussi absolument indispensable pour que l'Europe sorte durablement de cette crise. Merci beaucoup. Juste une dernière question qui sera une question rituelle pour tous nos futurs invités, en espérant qu'on tienne à peu près d'ailleurs dans un délai aussi correct. Quelle serait pour vous l'idée clé, le concept, la notion, voilà, ce que vous aimeriez qu'on retienne, si ce n'était qu'une seule chose du livre que vous venez de faire paraître? L'ambivalence que traduit son titre, c'est-à-dire, oui, les gens ont tout à fait raison de se défier de l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui. Ça marche mal, et il y a des bonnes raisons au fait que ça marche mal, et les gens ont raison de s'en défier. Mais en même temps, on a plus que jamais besoin d'Europe. Et d'autre part, il ne faut pas sous-estimer la capacité qu'on a aujourd'hui, dans un contexte en particulier géopolitique. L'Europe est en train de retrouver des ennemis extérieurs, ce qui présente beaucoup d'inconvénients, mais ce qui est aussi favorable à relancer l'intégration. Il ne faut pas sous-estimer la capacité qu'on a à dépasser les blocages actuels et à trouver des sujets autour desquels se rassembler pour relancer la construction européenne. Guillaume Duval, merci.